Dans cette vidéo, je vais aborder le concept de zone démilitarisée, DMZ, et le concept de réseau privé virtuel. La DMZ est une solution pour isoler le réseau local des serveurs que l'organisation expose à l'Internet. En effet, ces serveurs peuvent être compromis puisqu'ils sont exposés à Internet. Et leur compromission ne doit pas mettre en danger le reste du réseau local. Un réseau privé virtuel, VPN, crée un réseau privé logique à travers l'Internet. Un VPN permet aux ordinateurs de communiquer à travers l'Internet comme s'ils étaient directement connectés au réseau local. Commençons par la zone démilitarisée, la DMZ. Une DMZ est un sous-réseau du réseau local qui contient des services qui doivent être exposés aux demandes de connexion entrantes en provenance d'Internet. Un client externe ne peut accéder qu'à ce qui est exposé dans la DMZ, tandis que le reste du réseau privé est protégé par le pare-feu et par le mécanisme NAT. Comme un serveur exposé peut être compromis, les demandes de connexion de la DMZ vers le reste du réseau privé sont interdites. Ceci est la principale règle qui régit le fonctionnement de la DMZ. Si vous ne devez n'en retenir qu'une seule, c'est celle-ci. Alors, je vais montrer les flux d'informations autorisés et interdits à l'aide d'une animation. Le réseau privé est à gauche et l'Internet est à droite. Le serveur web exposé à l'Internet se trouve dans la DMZ et fait l'objet d'une entrée statique dans la table NAT, c'est-à-dire qu'il a un point de terminaison public permanent. Le point de terminaison privé est celui-ci. Le point de terminaison public, le voilà. Je considère ici un client Internet. Le pare-feu acceptera toute connexion entrante vers le point d'extrémité public du serveur. Et le mécanisme NAT permet au client de communiquer avec le serveur. Les connexions entrantes aux ordinateurs locaux qui ne sont pas dans la DMZ sont impossibles en raison du mécanisme NAT. Considérons un ordinateur du réseau privé qui a initié une connexion sortante vers l'Internet. Cet ordinateur a un point de terminaison dynamique public temporaire qui est celui-ci. Le pare-feu bloque les connexions entrantes vers tout point d'extrémité publique qui n'est pas un point d'extrémité publique statique. Bien que nous ayons vu dans une vidéo précédente que si ces deux ordinateurs collaborent, alors ils peuvent contourner cette règle en utilisant l'astuce dite du hole punching UDP. Les ordinateurs locaux peuvent se connecter au serveur web qui est situé dans la DMZ. Alors ici, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais les ordinateurs locaux utiliseront le point d'extrémité privé pour se connecter au serveur web, à moins qu'une fonction spéciale ne soit implantée dans le routeur NAT qu'on appelle le NAT hairpinning. NAT hairpinning permet aux ordinateurs locaux d'utiliser le point d'extrémité public pour se connecter au serveur web. Mais ceci n'est pas très important. L'important est que les ordinateurs locaux puissent se connecter au serveur web qui est dans la DMZ. Toutefois, l'inverse, c'est-à-dire la connexion du serveur web vers un ordinateur du réseau local, doit être strictement interdite par le pare-feu. C'est la règle principale qui régit le fonctionnement de la DMZ. Cela permet d'éviter que les ordinateurs locaux soient compromis si jamais le serveur web était compromis. Alors, petite parenthèse, dans cette figure, je n'ai représenté qu'un seul pare-feu. Mais dans la pratique, il y aurait plutôt deux pare-feux. Un entre l'Internet et le réseau privé
et un pare-feu interne entre la DMZ et le reste du réseau local. Enfin, il ne faut pas oublier de mentionner qu'il est tout à fait possible qu'un serveur de la DMZ initie une connexion vers l'extérieur pour récupérer des ressources, enfin peu importe. Une dernière chose à propos de la DMZ, comment la DMZ et les serveurs proxy interagissent-ils? Alors, si l'organisation utilise un reverse proxy, ce dernier doit bien sûr être situé dans la DMZ et associé à une adresse publique statique. Et dans ce cas-là, le serveur web ici n'a plus besoin d'une traduction statique, mais il doit rester dans la DMZ. Si l'organisation utilise un forward proxy, alors ce serveur proxy n'a pas besoin d'une entrée statique et n'a absolument rien à faire dans la DMZ. Il doit se trouver dans le réseau local et c'est tout. Alors parlons maintenant du concept de réseau privé virtuel, VPN, Virtual Private Network. Donc considérons un réseau privé à droite, ici, et un ordinateur distant à gauche. Entre le réseau privé et l'ordinateur distant, il y a Internet. Un réseau privé virtuel, VPN, représenté par ce cylindre jaune, étend un réseau privé à travers l'Internet et permet à l'ordinateur distant d'envoyer et de recevoir des données comme si cet ordinateur était directement connecté au réseau privé. D'un point de vue logique, tout se passe, en effet, comme si l'ordinateur distant était directement connecté au réseau privé. Alors, il existe plusieurs protocoles VPN fonctionnant à différentes couches de réseau. Ils utilisent tous le concept de tunneling. Un protocole de tunneling est un protocole de communication permettant aux communications de réseaux privés d'être envoyées à travers Internet par un mécanisme d'encapsulation et de chiffrement. Alors, dans cette animation, je vais montrer comment fonctionne un protocole de tunneling VPN SSL-TLS. Un tel protocole de tunneling encapsule les paquets IP dans des paquets SSL-TLS. Donc à gauche, nous avons un réseau d'entreprise et à droite, nous avons un employé de l'organisation qui travaille à domicile et qui se connecte au réseau privé de l'organisation via un VPN. L'adresse IP publique du serveur VPN est celle-ci, 1111. Et l'adresse IP publique de l'employé travaillant à domicile est celle-ci, 2222. L'employé utilise un client VPN avec l'adresse privée 10.0.0.10. Alors ici, il ne faut pas se mélanger les pinceaux. L'adresse privée 10.0.0.10 n'est pas l'adresse privée de l'ordinateur de l'employé dans son réseau domestique. J'ignore le réseau domestique dans cette animation. Il s'agit de l'adresse privée que l'ordinateur possède dans le réseau privé de l'organisation publique. N'oubliez pas que le but de la connexion VPN est de connecter logiquement cet ordinateur au réseau privé de l'organisation. Il y a une connexion SSL-TLS entre le client VPN et le serveur VPN. Alors supposons maintenant donc, que l'employé veuille se connecter au serveur FTP, qui est ici, et dont l'adresse privée dans le réseau local est 10.0.0.1. L'employé utilise un client FTP via la connexion VPN. Voici le paquet FTP qui doit aller de l'ordinateur de l'employé au serveur FTP. L'adresse IP source de ce paquet est l'adresse privée de l'ordinateur de l'employé, 10.0.0.10. L'adresse IP de destination est l'adresse privée du serveur FTP. Ce paquet FTP
est encapsulé dans un paquet SSL TLS qui va circuler sur Internet. C'est le principe du tunneling. L'adresse IP source du paquet TLS est l'adresse publique de l'ordinateur de l'employé, 2222. Et l'adresse IP destination est l'adresse IP du serveur VPN, 1111. Comme le tunnel est un tunnel SSL TLS, le paquet FTP, qui est ici, est chiffré. Une fois que le paquet TLS atteint le serveur VPN, le paquet FTP est déchiffré par le serveur VPN et livré au serveur FTP. Le paquet de réponse du serveur FTP est ensuite chiffré par le serveur VPN en un paquet TLS qui est acheminé vers l'ordinateur de l'employé et le client déchiffre le paquet de réponse FTP. Alors, comme je l'ai dit, les protocoles de tunneling sont à la base des VPN. Et en fait, n'importe quelle couche peut être utilisée pour créer un tunnel. Dans l'exemple de la diapositive précédente, j'ai utilisé un tunneling TLS, où les paquets IP sont encapsulés dans des paquets TLS. Ce protocole de tunneling fonctionne donc au niveau de la couche transport. Dans le mode tunnel d'IPsec, le paquet IP entier est chiffré puis encapsulé dans un autre paquet IP. Ce protocole de tunnelisation fonctionne donc au niveau de la couche IP. Il existe aussi le mode de tunneling SSH, où les paquets IP sont encapsulés dans des paquets SSH. Ce protocole de tunneling fonctionne donc au niveau de la couche application. Il existe plusieurs modèles de déploiement de VPN en fonction des besoins. Alors, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais je dirais que si le besoin du client qui travaille chez lui à la maison est d'accéder à des ressources de la DMZ qui ne sont pas exposées à l'Internet, parce que si elles sont exposées à l'Internet, il n'a pas besoin d'un VPN. Donc, si le besoin est d'accéder à des ressources de la DMZ qui ne sont par hasard pas exposées à l'Internet, alors le serveur VPN doit être dans la DMZ. Si le besoin est d'accéder à toutes les ressources du réseau privé, alors le serveur VPN peut se trouver sur le réseau qui ne fait pas partie de la DMZ. Et dans ce cas-là, le serveur VPN bénéficiera d'une entrée statique dans la table NAT, bien qu'il ne soit pas dans la DMZ. Mais le serveur VPN peut aussi se trouver dans la DMZ, mais alors à ce moment-là, il faudra des règles spéciales dans le pare-feu pour lui permettre d'initier des communications avec le reste du réseau. Bon, ceci est très schématique, il existe en fait de nombreux modèles de déploiement avec des différences subtiles entre eux. Veuillez noter que les réseaux privés virtuels sont un vecteur courant de cyberattaque. Si un attaquant peut s'introduire dans un réseau via une connexion VPN, parce qu'il a volé des informations d'identification ou parce qu'il a exploité une vulnérabilité dans le serveur VPN, alors cet attaquant devient un attaquant interne. Et il peut commencer à chercher des vulnérabilités internes pour installer des logiciels malveillants, par exemple. Donc, la procédure d'authentification au serveur VPN doit être particulièrement robuste. Ici, il est évident qu'il faudra une authentification à 2 facteurs, au moins. Dans cette vidéo, j'ai présenté les concepts de DMZ et de réseau privé virtuel. En ce qui concerne le VPN, j'ai considéré le cas d'un employé travaillant à domicile et accédant au réseau privé de son entreprise. Il existe cependant d'autres applications du VPN. Par exemple, il existe de nombreuses entreprises qui proposent des services VPN. Et ces services VPN ne servent pas à se connecter à un réseau local. Ils sont principalement utilisés pour cacher l'adresse IP du client qui se connecte à un serveur tiers via le VPN. Cette utilisation est un peu comme celle d'un client qui se connecte à un serveur tiers via un serveur proxy anonyme. Les VPN peuvent également être utilisés pour contourner les règles de pare-feu d'un fournisseur d'accès à l'Internet. Car un protocole de tunneling peut être utilisé pour encapsuler un protocole
ou masquer une adresse de destination qui serait bloquée par le pare-feu du fournisseur d'accès à Internet.